Bienvenue dans le podcast de la Commission nationale du débat public. Produire des panneaux photovoltaïques en Europe, c'est la mission d'Holosolis, entreprise créée en 2022. L'entreprise a le projet de créer la plus grande usine de fabrication de panneaux photovoltaïques d'Europe. Après l'étude de plusieurs sites, l'entreprise a décidé de le faire en France. À cette occasion, le personnel de l'entreprise a découvert les droits à l'information et à la participation des citoyens et citoyennes à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Comment Holosolis a-t-elle vécu la concertation préalable réalisée sous l'égide de la Commission nationale du débat public? Dans ce podcast, Jean-Jacques Boom-Vickers, président d'Holosolis, et Élise Brua, directrice stratégie industrielle, partagent leur point de vue sur cette concertation préalable. Ce processus démocratique est absolument nécessaire. Moi, je dirais que c'était très surprenant. C'était pas une procédure avec laquelle j'étais à l'aise ou je savais dans quoi je m'engageais. Par contre, c'était surprenant dans le bon sens du terme. Nous allons d'abord discuter avec eux d'Holosolis et du projet d'usine de construction de panneaux photovoltaïques. Puis, nous aborderons la concertation préalable afin de comprendre comment elle a été vécue par Holosolis. Enfin, nous verrons les apports de la concertation préalable au projet, au territoire et à l'entreprise selon Holosolis. Chapitre 1. Holosolis et son projet d'usine de construction de panneaux photovoltaïques à Ambach. Pouvez-vous nous présenter Holosolis? Quelle est sa raison d'être et son histoire? Holosolis est une usine de production de panneaux et de cellules photovoltaïques. Notre objectif est de permettre à la France d'avoir une souveraineté énergétique, c'est-à-dire de fabriquer des panneaux photovoltaïques ici en Europe. La raison pour laquelle nous créons cette usine ici en France, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, 95% des panneaux photovoltaïques qui sont installés en Europe proviennent de Chine. Et l'objectif, on s'en est rendu compte avec le Covid, avec notre énorme dépendance par rapport à la Chine, ou l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec tous les problèmes qu'on a eu avec l'approvisionnement en énergie, que notre énergie, en fin de compte, doit être fabriquée ici en Europe pour nous apporter une souveraineté énergétique. Donc Holosolis aide à la souveraineté énergétique de la France et de l'Europe. Merci. Je me tourne maintenant vers Élise. En quoi consiste le poste de directrice stratégie industrielle à Holosolis? Le poste de la directrice de la stratégie industrielle, ça va s'axer sur deux grandes parties. Une partie qui va vraiment être au niveau de l'entreprise, de l'organisation de l'entreprise, regarder comment on s'implante dans le temps, aussi avec les évolutions éventuellement de notre industrie, de nos procédés de fabrication et de nos produits. Et vraiment, après, sur une partie plus au jour le jour sur notre portefeuille produit, faire évoluer et pérenniser notre attache vraiment locale et notre stratégie de vente aussi liée à ces produits-là. L'année dernière, le poste de directrice de la stratégie industrielle, ça a consisté à vraiment préparer l'entreprise à s'implanter en tant qu'industrie dans le territoire. Donc, au début, ça a été le choix du site de production, donc celui de Sarreguemines, et par la suite, ça a été l'organisation et la gestion de la concertation qu'on a eue avec le public au fil du dernier trimestre 2023. Et donc, Holosolis a saisi la Commission nationale du débat public en 2023 pour le projet d'usine de construction de panneaux photovoltaïques à Ambach. Pouvez-vous présenter le projet? Nous avons dû faire une concertation parce que notre projet est un projet assez grand. C'est un projet de plus de 800 millions d'euros. Dès que vous dépassez un certain nombre de seuils, il est nécessaire de faire une concertation avec la population locale dans le cadre de la CNDP. Donc nous avons saisi la CNDP pour pouvoir faire cette concertation. Et nous avons eu le plaisir de la faire depuis tout le mois de septembre et octobre 2023, avec la population des environs de l'usine, toute la population de la région de Sarreguemines, de Ambach, de Willerwald, qui sont les voisins immédiats de cette usine en Moselle. Et pourquoi avoir choisi ce site? Nous avons choisi le site par une étude assez longue de 6 pays d'Europe et 40 sites en totalité. Et le site de Ambach a eu notre préférence pour plusieurs raisons.
La première, c'est la population locale a une histoire industrielle. Et pour créer un site industriel, il est important d'avoir une population qui est habituée à travailler dans des usines en 3-8, 7 jours par semaine. Donc, pour beaucoup de personnes, comme pour moi et pour mon père, on a travaillé dans des usines, ce n'est pas un gros mot de travailler dans l'industrie, c'est très bien, ça crée des beaux emplois. Et donc, cette région a cette particularité d'avoir vraiment une région qui est assez très industrielle, raison numéro 1. Raison numéro 2, c'est que trouver un terrain de 50 hectares, déjà totalement viabilisé avec l'eau, le gaz, l'électricité, en France et en Europe, c'est extrêmement rare. Et on avait cette possibilité avec ce terrain qui est déjà magnifique et prêt. Troisième chose, c'est que on a rencontré une agglomération, la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, qui est extrêmement habituée à aider les sociétés à venir s'installer. Ils ont d'ailleurs aidé la société Smart à s'installer. Smart sont nos voisins, ils sont de l'autre côté de la route. Et donc, on a vu des gens qui étaient réellement capables de nous aider, entre autres également dans cette concertation. Ils en avaient déjà fait. Donc, pour nous, ça a été très très utile. Et la dernière raison pour venir en France, c'est que la France, la région Grand Est, la région de la Moselle et la région de Sarreguemines ont réellement une stratégie industrielle. La France souhaite se réindustrialiser. Malheureusement, ces 30 dernières années, nous nous sommes désindustrialisés. Et donc la France nous a encouragés à nous installer dans la région et dans la France avec des subventions qui sont naturellement nécessaires pour un projet aussi grand. Donc ces 4 raisons, disponibilité d'une population qui a vraiment une habitude de travailler en usine, deuxièmement, un site clé en main, troisièmement, la communauté d'agglomération qui nous épaule, et ensuite la région, la France, qui nous épaule également. Tout ça ont été les critères pour lesquels nous avons choisi la région. Chapitre 2. La concertation préalable vue par Holosolis. J'ai une double question. Connaissiez-vous la Commission nationale du débat public avant votre saisine? Et comment vous sentiez-vous concernant cette concertation préalable avant qu'elle ne débute? Alors non, c'était une découverte. Je ne savais pas que ça existait. Et vous savez, la France se démarque par rapport à beaucoup d'autres pays d'Europe, mais surtout du monde, en ayant cette concertation. Pour la petite histoire, avant de joindre Holosolis, j'ai travaillé pour un grand nombre de sociétés, dont des sociétés chinoises. Et je vous garantis que ce type de concertation n'existe pas dans d'autres pays du monde, surtout la Chine. Et donc bien sûr, ça ralentit le processus, c'est clair, mais ce processus démocratique est absolument nécessaire. Et donc, nous avons été extrêmement bien épaulés par la CNDP, mais surtout également par des sociétés de conseil qui nous ont aidés. Et l'accueil de la population, lorsque nous avons présenté le projet, a été extrêmement bon. Donc pour moi, le processus de cette concertation est certes contraignant, parce que cela prend du temps, mais extrêmement utile. Pourquoi est-ce nécessaire, démocratiquement, selon vous? Parce que lorsque vous allez installer une usine dans une région, vous voulez que les habitants de la région vous accueillent en bons voisins, ce que nous sommes, plutôt qu'une société qui puisse leur faire peur. La communication est cruciale. Lorsque nous sommes arrivés, nous avions rencontré, à la première concertation, certaines personnes qui étaient clairement opposées au projet. Et ces gens-là étaient opposés parce qu'ils avaient la crainte d'une usine qui n'était pas celle que nous allions créer. Et en fin de compte, en leur parlant, on a compris ce qui leur faisait peur. C'est-à-dire que de l'autre côté de la ville, ils ont une usine avec tout un tas de risques chimiques et de risques d'explosion, et bien sûr, ça les inquiète. Et ce n'est absolument pas le type d'usine que nous avons nous. Donc lorsque nous avons pu parler avec eux et comprendre leurs préoccupations, ça nous a permis, de désamorcer une situation en leur disant « mais attendez, c'est pas du tout ce qu'on va faire, il y a une incompréhension entre nous ». Et puis surtout, ça nous a également permis de comprendre un certain nombre d'inquiétudes qu'ils avaient par rapport à des projets précédents qui nous ont permis, nous, de les résoudre, ou en tous les cas de travailler dessus. Moi, je dirais que c'était très surprenant. Effectivement, c'était pas une procédure avec laquelle j'étais à l'aise ou je savais dans quoi je m'engageais. Par contre, c'était surprenant dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que
J'étais peut-être sceptique au début de me dire « Oula, à quoi ça va nous servir ? Pourquoi on a besoin de ce type de procédure ?» Parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas forcément à quoi ça sert. Par contre, en commençant déjà en parlant avec notre cabinet de conseil, qui était le cabinet Francom, qui nous a accompagnés, qui nous a préparés, j'ai commencé à me dire « Ah oui, peut-être qu'il y a un intérêt, peut-être que ça va être... on va pouvoir en tirer quelque chose. » Et vraiment, le jour où on a vraiment commencé ce processus, à discuter avec les citoyens, c'était juste génial de voir à quel point le dialogue, les questions qui venaient étaient juste ceux de tout le monde, en fait. Moi, aujourd'hui, j'aurais vécu dans ce territoire, j'aurais eu les mêmes questions et j'aurais aimé que quelqu'un y réponde. Et du coup, cette interaction et ce lien qu'on a réussi à construire, je trouvais était beau et aussi très bénéfique à l'entreprise pour nous permettre de nous réinventer et de faire progresser aussi notre projet. Chapitre 3. Les apports de la concertation préalable au projet, au territoire et à l'entreprise. Vous avez commencé à l'évoquer. Quels sont les apports de cette concertation ? Cette concertation, en fait, elle a montré quelles étaient les grosses interrogations des personnes du territoire. Et c'était vraiment axé sur différents points très précis. Par exemple, il y avait le risque industriel qui était très prégnant et qui est souvent une réalité du quotidien. On n'a pas envie d'avoir une entreprise qui s'implante à côté de chez nous, qui explose, qui fasse des choses qui soient trop dangereuses pour nous à notre échelle. Et aussi des questions paysagères, des questions de bruit, quel va être mon impact sur mon quotidien, en fait. Et l'interrogation des personnes vivant à proximité de notre future entreprise. Et nous, ça nous aide parce que aujourd'hui, ça nous a permis de réfléchir sur nos consommations, sur l'eau, sur l'électricité. Ça nous a permis de voir notre intégration paysagère, de nous accompagner aussi dans notre réflexion sur l'architecture, par exemple, de l'usine. Parce que en discutant avec les personnes, eux, leur peur, ça peut être ça va être trop. Bon, est-ce qu'on peut limiter ou pas ? Peut-être pas, mais comment est-ce qu'on peut faire par contre pour que ça s'intègre au mieux dans le paysage, avec la proximité des gens et des maisons, parce que là, on se remplante vraiment à 500 mètres certaines maisons, donc il y a une vraie discussion, par exemple, au niveau du paysage, et ça nous permet de mettre le pied à l'étrier sur ces questions-là et d'aller dans le bon sens et être cohérent avec les personnes en local. Je donne un exemple très concret. Un projet précédent avait besoin d'eau et allait puiser dans une source locale qui était également utilisée pour approvisionner en eau la population des environs. Donc, on a compris que ça, c'était un problème. Et donc, nous avons ajusté notre projet, d'une part pour ne pas puiser dans cette source qui s'appelle la source de Vitrine, mais plutôt de puiser de l'eau directement dans la Sarre, et l'eau que l'on va puiser, on va la rejeter ensuite dans la Sarre une fois qu'elle a retraité. Et donc, initialement, lorsque l'on regarde également les chiffres ont l'air d'être très impressionnants parce qu'on creuse, on allait initialement annoncer 300 mètres cubes heure, ce qui est énorme, sachant qu'on n'utilise que 10%. On rejette les 90% à nouveau dans la rivière traitée. Mais donc d'une part, on a compris que ce chiffre de 300 mètres cubes les inquiétait. On dit attendez, on n'utilise pas 300 mètres cubes, on utilise 10%, donc 30. Et le reste, on le retraite et on le remet dans la rivière. Ah, ok, donc ça c'est mieux. Puis surtout, on a dit, tiens, on ne va pas puiser dans leurs sources, et surtout on s'est dit, comment est-ce qu'on peut travailler pour essayer de réduire ce chiffre ? Donc ce chiffre de 300 mètres cubes, mes équipes ont réussi à le baisser maintenant entre 220 et 250 mètres cubes. Donc vu qu'on n'utilise que 10%, ça veut dire qu'on utilise 22 à 25 mètres cubes heure. Somme toute, pour une industrie aussi grosse que la nôtre, c'est très peu. Voilà. Donc cette concertation, finalement, a pu, d'une part pour nous, faire connaître le projet à nos voisins, et deuxièmement, comprendre quelles étaient leurs préoccupations et y répondre. Et en fin de compte, grâce à la communication, on désamorce des problèmes. Pour conclure, que diriez-vous de cette concertation préalable ? Je pense que ça a apporté des choses pour le projet, ça a apporté des choses à la population locale, ça a apporté des choses, je pense, à la CNDP, parce que cela montre également qu'on peut faire des concertations qui se passent bien. Je vous signale qu'au départ, on avait quelques personnes qui étaient plutôt, on va dire, réservées par rapport au projet. À notre réunion finale, tout le monde était d'accord sur le projet et l'a accueilli avec enthousiasme, nous a encouragé à venir nous installer. Donc pour moi, c'est une réelle chance de pouvoir d'une part parler à tout un tas de personnes qui vont être nos voisins, voire peut-être nos employés, et puis de parler avec des associations qui
que ce soit une association de la défense de l'environnement, une association pour les oiseaux, une autre pour le développement de la mobilité douce. On a pu parler avec ces associations, comprendre leur objectif et s'inscrire dans une voie totalement une voie commune. Donc je pense que ce processus est utile. Je pense que plus globalement, ça nous a fait monter en maturité assez vite, parce que ça reste un exercice très intense. En plus, on a eu une situation particulière, on a eu une concertation qui était quand même assez courte, donc très dense. En un mois, on a fait plus de 5 événements. Ça fait quand même une belle étape, sur une durée courte, il y avait beaucoup d'événements. Donc ça nous a forcé à grandir assez vite sur la maturité du projet, parce que pour pouvoir répondre aux questions de n'importe qui, de toutes les personnes qui étaient là, il fallait pouvoir les avoir, ces réponses, ou au moins des débuts de réflexion, parce qu'on n'avait pas toutes les réponses, mais à minima, il fallait y réfléchir. Et ça nous a permis de réfléchir justement à certains points que peut-être on n'avait pas bien anticipé ou pas anticipé la grandeur de ce que pouvaient être certaines tâches. Et enfin, la toute dernière question. Nous sommes en mars 2024, au moment de l'enregistrement du podcast. Où en est le projet ? Nous sommes en pleine phase d'obtention de permis. Donc la CNDP est la première phase pour pouvoir ensuite déposer d'une part le permis de construire, deuxièmement l'autorisation environnementale. Donc nous sommes actuellement en train de déposer ces permis et ils seront déposés en avril pour le permis de construire et tout à fait début mai pour l'autorisation environnementale. Et ensuite, la concertation va continuer avec la population. Parce que nous, c'est pas une concertation telle quelle, c'est en fin de compte une communication qui va continuer pour parler avec la population. On va leur montrer, d'ailleurs on a une réunion qui doit se tenir, si je ne me trompe pas, en fin mars ou début avril, où on va leur montrer les plans de l'usine pour son intégration dans la région. Donc on a dit qu'on le ferait, et d'ailleurs je garde un bon souvenir, c'était en octobre, on était à une concertation dans la ville de Villerwald pour l'insertion paysagère, et on est allé ensuite sur le site avec des bus pour montrer à quoi ressemblerait l'usine, et ce sont des réunions extrêmement utiles, parce qu'à nouveau on va être voisins, donc tant qu'à faire, il faut que les choses se passent bien. C'était le podcast de la Commission nationale du débat public.